vous êtes une référence sur le plan démocratique. La stabilité des institutions, c'est la stabilité du pays. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques, il y a des conséquences. Et elles peuvent atteindre à la paix civile. Alors moi je ne dirais pas que le contenu des propos sont des contenus de type néocoloniaux. La France est quand même le pays des droits de l'homme et de la démocratie. Le discours que vient de prononcer le président Hollande s'inscrit aussi dans un mouvement populaire qui est loin d'être négligeable. Donc il renforce un courant populaire qui n'est pas du tout d'accord pour que les chefs d'État que vous avez cités fassent un troisième mandat. Donc c'est quand même un apport politique qui est loin d'être négligeable, par-delà toute appréciation de nature politique. Donc je pense aussi que c'est un peu son rôle. Si la démocratie a une valeur universelle, on ne peut pas la réduire à des circonstances de type culturel. C'est un peu ça le message que le président Hollande a voulu énoncer. Cyprien Wechi, les amis de Wechi de Belgique et des ASTV. Comme vous parlez de la démocratie, je voudrais avoir votre réaction sur la nouvelle politique du président français, François Hollande, qui vient au Bénin de donner des bons points aux présidents africains qui, selon lui, respectent la démocratie, et des mauvais points, comme celui du Cameroun, où il a écopé un carton rouge, et celui du Burundi, un carton noir. Et quelle est la place de la République démocratique du Congo? Est-ce que notre président est-il un bon ou un mauvais élève de la démocratie? Si je connaissais mal la géographie, si je connaissais bien la géographie de l'Afrique, si je connaissais mal la géographie de l'Afrique, j'aurais cru que Bénin et Cameroun étaient des départements de la France, à entendre ces propos. Je pense que c'est quelqu'un de TV5 qui a parlé de bons points, mauvais points. Mais le président Hollande n'a pas de bons points et de mauvais points à donner à des présidents africains. Ce sont des États comme la France, souverains, qui font leur lit comme ils entendent dormir. On n'a pas de leçons à recevoir. On ne démocratise pas les pays africains pour faire plaisir à M. Hollande ou au gouvernement français ou à je ne sais quelle opinion publique en France. La démocratie au Bénin, c'est pour le peuple béninois. La démocratie au Cameroun, c'est pour le peuple camerounais. En tout cas, la démocratie en République démocratique du Congo, c'est pour le peuple congolais. Nous ne tolérons plus ce genre d'attitude paternaliste, 55 ans après l'indépendance. Les seuls à donner des bons points et des mauvais points à des leaders africains, ce sont les peuples africains. Les seuls à donner des bons points et des mauvais points aux leaders congolais, c'est le peuple congolais. Pas quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Ça, nous ne l'acceptons pas. Et donc, je me garde de commenter la réaction des Béninois. Il se pourrait qu'ils acceptent qu'on leur donne de bons points, qu'ils soient de bons élèves de je ne sais qui. Et je me garde de commenter la réaction de nos amis camerounais. Si on va leur donner de bons points, de mauvais points, je constate simplement que dans un autre pays, on parle seulement économie, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on craint. Donc, il ne faut pas que l'on vienne ici confondre les choses. Les pays ont leur souveraineté, il faut la respecter. C'est plus important que tout le reste. Et ça fait partie même de la démocratie également. Parce qu'on n'a pas organisé ces processus électoraux pour faire plaisir à des maîtres qui seraient ailleurs que dans nos propres pays. Nos maîtres, ce sont nos peuples. C'est au peuple à juger leurs dirigeants. Cela s'arrête là. Les relations de ce type-là se sont arrêtées lorsque nous avons obtenu les indépendances. Il faut qu'on le comprenne. Chaque fois qu'on ne le comprendra pas, nous le rappellerons. Voilà tout ce que je peux dire. Alain Kukapo, le Conotena. Monsieur le ministre, vous avez parlé du dialogue. Eh bien, concernant ce dialogue, il y a certaines personnalités qui souhaiteraient que parmi les matières à traiter lors de ce dialogue, il y ait aussi le fameux problème du mandat du chef de l'État. Troisième ou non mandat du chef de l'État. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet, puisque même
les États-Unis qui sont pour le dialogue, par l'entremise de leur ambassadeur ici en RDC, ont également évoqué cette question-là. L'ambassadeur des États-Unis a même parlé de l'exemple de son pays, de George Washington. Jusqu'à ce jour, il respecte les 2 mandats. Vous pensez vraiment que cette question du 3e mandat ou non du chef de l'État a encore sa raison d'être, puisque la Constitution elle-même est claire là-dessus? Bien. En ce qui concerne l'exemple qui a été donné par monsieur l'ambassadeur des États-Unis, eh bien, bon, je dirais d'abord que ça concerne les États-Unis d'Amérique. George Washington, c'est 1789, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a été président une fois, puis 2 fois, et il a renoncé après le 2e mandat. Mais ce que l'ambassadeur n'a pas dit, j'espère qu'il le sait, ou peut-être qu'il ne le sait pas, c'est que 144 ans après George Washington, en 1933, un président qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1933, il a été réélu en 1936, il a été réélu en 1941, il a été réélu une 4e fois en 1944 et est mort 1 an après la 4e réélection. Alors tout est relatif. Il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi ici. Nous savons très bien que les peuples font leur lit comme ils veulent se coucher. Et ce n'est pas parce que Franklin Roosevelt a fait 4 mandats qu'il n'a rien fait pour les États-Unis. Donc la problématique des mandats, il ne faut pas fétichiser le nombre de mandats. Le problème d'un chef de l'État, c'est ce qu'il fait pour son peuple. Comment est-ce qu'il accomplit sa mission pour son peuple? Roosevelt a été élu 4 fois et c'est, je crois, au niveau de son 3e mandat qu'il a fait les choses les plus importantes et même les plus pour lesquelles il est le plus félicité par l'histoire. Il a notamment aidé les forces alliées contre l'Allemagne nazie. Il a pris le commandement de l'Alliance occidentale pour vaincre les forces de l'Axe. C'est au moment où il exerçait son 3e mandat. Il n'est pas retenu dans l'histoire que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a fait 4 mandats, donc c'était un mauvais président. Non, il est retenu que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a proposé le New Deal, qui a sorti les États-Unis du marasme économique à la fin des années 30. C'est quelqu'un qui a permis de remettre Hitler à sa place. Et donc, ce qu'on retient, c'est ce que le chef de l'État fait pour son pays et pas le nombre des mandats. Il faut arrêter cette histoire de vouloir nous infantiliser avec des exemples qui n'en sont pas. Donc, Washington, 1789, d'accord, 2 mandats, mais Franklin Delano Roosevelt, 1933, jusqu'en 1944, 1 an avant sa mort, il était déjà grabataire quand on l'a réélu, 4 mandats. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il faut laisser les Congolais qui ne sont pas des Américains faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Burundais faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Rwandais faire les choses comme ils l'entendent et essayer de respecter la souveraineté des peuples. Nous n'avons pas pris une résolution ici de faire 3 mandats ou quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun changement de constitution, mais il ne faut pas venir nous amener des exemples qui ne tiennent même pas la route, puisque même les Américains n'ont pas respecté ce principe de 2 mandats, vous le voyez, à 144 ans de distance. Ils ont violé eux-mêmes cette règle, parce qu'ils avaient un bon président.